Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans le 20h d'ITV. Voici les titres de ce journal. Le Sénégal en deuil après la disparition ce mardi 24 septembre du professeur Amadou Makhtar Mbow à l'âge de 103 ans. Cette perte représente un choc pour la nation qui vient de perdre une véritable légende. Premier Africain à diriger l'UNESCO, Amadou Makhtar Mbow s'est illustré comme un homme multidimensionnel dévoué à l'éducation et au développement des peuples. Son portrait et quelques hommages à suivre dans cette édition. Et puis le gouvernement évalue le PACASEN, le programme d'appui aux communes et agglomérations du Sénégal. Le PACASEN en chiffres, c'est 170 milliards de francs CFA mobilisés et plus de 1000 projets financés. Des chiffres qui ont été présentés par le ministre des collectivités territoriales et de l'aménagement des territoires, Moussa Balla Fofana, qui exige dans la prochaine phase le respect des règles de transparence et la prise en compte des enjeux liés au changement climatique. Et puis, comme tous les mardis, vous aurez la rubrique Réussir au Sénégal. Cette semaine, elle nous emmène à la rencontre de Serigne Saliouane, vendeur de Café Touba, arrivé à Dakar pour une mission religieuse. Il a finalement choisi de s'y installer et de se lancer dans la vente de Café Touba. Son rêve, agrandir son commerce et faire connaître son savoir-faire. Mbow est décédé ce mardi 24 septembre à l'âge de 103 ans, militant de l'indépendance du Sénégal. Ce grand homme fut combattant, enseignant, député, opposant, ministre de l'Éducation nationale, de la culture et de la jeunesse du Sénégal. Le professeur est également le premier Africain, directeur général de l'UNESCO, et il avait présidé les assises nationales organisées par l'opposition sénégalaise en 2008 et 2009. Et puis le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, lui a rendu hommage ce matin dans une publication sur le réseau social X. Le président déclare, je cite, de New York pour l'Assemblée générale des Nations unies, c'est avec une profonde émotion que j'apprends la disparition du professeur Amadou Makhtar Mbow, ancien directeur général de l'UNESCO et un grand défenseur du multilatéralisme. C'est un des patriarches de la nation sénégalaise qui s'est éteint en laissant un héritage inestimable marqué par son combat pour une justice éducative et culturelle mondiale, que sa sagesse et son engagement continuent d'inspirer l'Afrique et le monde. Fin de citation. Réaction également de l'ancien président de la République du Sénégal, Macky Sall. Il parle d'un patriarche centenaire, généreux et serviable, profondément pénétré dans les valeurs de la nation, qui a consacré sa vie au bien de l'humanité et, d'après lui toujours, sa contribution au développement de l'éducation, de la science et de la culture à l'échelle mondiale est significative. Le professeur Mbaye Thiam, lui, s'incline devant la mémoire de celui qui a porté haut le flambeau de l'intellectuel organique, une fierté nationale selon l'historien, un homme qui a consacré toute sa vie au bonheur et à l'élévation de l'homme noir, une personne attachée à sa culture, mais surtout un homme de principe et d'équité. Témoignage de l'archiviste documentaliste au téléphone de Mohamed Kandi. Nous sommes tous Sénégalais remplis de fierté d'avoir eu une personne, un enfant du Sénégal qui a porté haut le flambeau de l'intellectuel organique. Amadou Makhtar Mbow, on retient de lui plusieurs choses. D'abord, sa vie pleine et remplie. Il a toujours fait, il a toujours dit, il a toujours accompli des actes pour le bonheur de son pays, le Sénégal, pour le bonheur de l'Afrique noire, pour le bonheur de l'humanité. Et ça l'a conduit en termes de responsabilité du gouvernement de notre pays, où il a exercé des responsabilités au niveau de l'éducation, qui était son terrain privilégié parce que c'est un enseignant. Au niveau de la culture, qui est pratiquement son destin, il a toujours pensé et agi pour le développement de la culture, étant entendu que pour lui, la culture est au début et à la fin du développement, comme disait Senghor. Et tout cela a été couronné par des responsabilités qu'il a eues au niveau mondial en étant le premier Africain à avoir dirigé l'UNESCO, l'organisation que les Nations Unies ont créée pour le développement de l'éducation et de la culture, ce qui était donc une synthèse du destin de sa vie. Il a été donc sous ce rapport un homme accompli. Je retiens de lui son attachement sacré à ses principes. C'est un homme de principe parce qu'un homme d'égalité, un homme d'équité et un homme juste.
C'est donc un choc pour la nation sénégalaise qui vient de perdre une véritable légende. Ancien premier homme noir à diriger l'UNESCO de 1974 à 1987, Amadou Mahtar Mbow s'est illustré comme un homme multidimensionnel dévoué à l'éducation et au développement des peuples. Il laisse derrière lui un héritage inestimable. Son portrait dans ce papier de Papa Alioune Sarr. Paris, 15 novembre 1974, une voix s'élève. Désormais, je suis le citoyen de chacun de vos pays. Je suis et je vais demeurer le serviteur de la totalité de vos États membres. Premier discours d'un homme noir porté à la tête de l'UNESCO. Premier mot, premier changement, les rapports de force sont désaxés. Un seul monde, plusieurs voix. L'Occident tremble, pris au piège dans ce leurre. Peau claire certes, mais masque noir. Dans son viseur, le déséquilibre de l'information entre les pays du Nord et ceux du Sud. Le Sénégalais crée la commission Sean McBride qui a produit un rapport au titre représentatif du nouvel ordre que veut instaurer Mahtar Mbow, le fameux nomique. Terre natale, le Niambour. Nous sommes en mars 1921. Sa mère voyage. Son retour, sa tante démarre. Celui initiatique. Direction la zone sylvopastorale. Mbow se familiarise avec son environnement. Son amour pour l'écologie vient de là. Les soirs, le jeune Niambour est biberonné par les contes animaliers que lui racontait celle qu'il considère, je cite, comme étant sa véritable mère. Son enfance et ses racines le forgent, les pieds ici, les yeux fixent le savoir. Jeune étudiant à la Sorbonne, il crée la Fédération des étudiants d'Afrique noir en France pour tracer les sillons de l'indépendance pour les pays africains. Retour au pays natal, le soldat de la CRE envahit majestueusement les classes. Mbow enseigne d'abord en Mauritanie. Avant de revenir au Sénégal, il crée en 1953 un projet d'éducation en faveur des déshérités. L'éducateur pose les bases de l'éducation dans plusieurs communes du Sénégal. Ancien ministre, homme de lettres, homme de culture, le défend, inscrit notre pays au concert des esprits du monde. 103 ans de vie, quel jubilé. Et puis notez que la levée du corps aura lieu demain à partir de 10h30 à la mosquée omarienne située sur la Corniche en présence des autorités étatiques. Je vous lisais dans les titres, le gouvernement évalue le PACASEN, le programme d'appui aux communes et agglomérations du Sénégal. 170 milliards ont été mobilisés, plus de 1000 projets financés par ce programme. Des chiffres exposés par le ministre des collectivités territoriales et de l'aménagement des territoires, Moussa Bala Fofana, compte faire plus, mais pose deux conditions au PACASEN: le respect des règles de transparence et les enjeux climatiques. Compte rendu Elisabeth Grassatine et Seleman Diallo. Plus de 10 000 projets réalisés par PACASEN, programme d'appui aux communes et agglomérations du Sénégal, dans le domaine de la santé, de l'éducation, de l'électrification. Depuis sa mise en place, le ministre de l'Urbanisme, des collectivités territoriales et de l'aménagement des territoires exprime sa satisfaction. Concernant le PACASEN, nous avons énormément de satisfaction parce que pour 170 milliards mobilisés, nous avons pu financer plus de 1000 projets. Et le plus important, au-delà des projets, c'est le mécanisme que nous utilisons avec les collectivités, en leur demandant d'abord de respecter certains principes de bonne gestion et de gouvernance, donc les indicateurs. Et une fois qu'ils respectent cela, là, on regarde le projet et on finance le projet. PACASEN a déjà une seconde mission. Au-delà du financement, le programme vise aussi à élever le standard dans la gouvernance des municipalités. Au-delà du financement des projets, nous amenons les municipalités à élever leur niveau de gouvernance et de gestion. Et cela contribue véritablement à une meilleure mise en œuvre de leur action, même en dehors du programme. Parce qu'une fois qu'une municipalité a atteint différentes cibles qui lui permettent d'avoir une meilleure organisation, une meilleure gestion, ce niveau d'organisation-là va bénéficier à l'ensemble des populations. De nouvelles orientations et préoccupations sont prévues dans la deuxième phase du programme d'appui aux communes et agglomérations du Sénégal, le monde rural et le cadrage pour faire face au changement climatique.
question de changement climatique, parce que nous savons à quel point aujourd'hui ce défi et cet enjeu majeur constituent un élément que nous devons intégrer dans notre cadrage au niveau des politiques publiques. Nous devons aussi voir d'autres indicateurs qui vont rehausser toujours le niveau de gestion des collectivités, mais surtout nous préoccuper des questions liées à la ruralité. Cette 6e session entre dans le cadre stratégique de révision du PACASEN. Le comité de pilotage stratégique et l'agence de développement municipal se mobilisent pour la réussite de la 2e phase de ce programme. Le Sénégal va rapatrier 192 jeunes bloqués en Libye depuis plusieurs mois. Cette opération dirigée par le secrétaire d'État au Sénégalais de l'extérieur se fera par vol spécial jeudi 26 septembre. L'arrivée des jeunes est prévue à 16h30 à l'aéroport international Blaise Diagne. Écoutons à ce propos les explications de Amadou Chérif Diouf. Il est le secrétaire d'État au Sénégalais de l'extérieur. À savoir qu'en Mauritanie, il y avait des élections, il y a eu changement de gouvernement. Bref, c'est ça qui a fait que récemment, on a beaucoup plus de jeunes que d'habitude. Mais nous sommes en train de travailler fort pour que les 300 jeunes qui sont actuellement au Maroc puissent être transportés pour qu'ils reviennent en paix. Et cette semaine, j'ai parlé à notre ambassadeur. Moi-même, lorsque je suis allé représenter notre ministre Yassine Fall au Cameroun, lors du Conseil des ministres de l'OCI, j'ai rencontré monsieur le ministre des Affaires étrangères de la Mauritanie pour lui parler du problème. Et on est en contact direct, ils sont en train de le diligenter. Un autre pays où il y a ces problèmes-là, c'est la Libye. Vous savez, depuis 2014, il n'y a pas une autorité sénégalaise qui a mis les pieds en Libye. Et en 2014, c'était un ambassadeur. Moi, lorsque je suis arrivé, j'ai dit, mais écoutez, on parle tout le temps de la Libye. Est-ce que je peux y aller? Les gens ont évoqué les questions sécuritaires. Et là, j'ai posé la question, est-ce que les gens y vont? On m'a dit oui, j'ai dit non, je vais y aller. On a trouvé plus de 150 jeunes qui sont bloqués en Libye depuis quelques mois. On a trouvé aussi qu'il n'y avait pas de mission en Libye depuis des années. Comme je vous ai dit, ça fait 10 ans qu'il n'y a pas une seule autorité sénégalaise qui a mis les pieds en Libye. Je me réjouis de vous apprendre qu'aujourd'hui, le 26 de ce mois-ci, tous les jeunes qui étaient bloqués en Libye vont venir par vol. À 16h30, ils arriveront ici à l'aéroport de Blaise Diagne. Et je me réjouis de vous dire qu'au moment où on parle, une mission de passeport est en Libye, en train d'enrôler tous les jeunes qui sont là-bas et qui voulaient leur passeport. Bref, nous avons décidé d'affronter les problèmes et d'essayer de les régler. Dieu merci, pour la plupart des pays où on a été, on a apporté en tout cas des solutions aux problèmes qu'on a trouvés là-bas. Et puis le ministre de la Famille et des Solidarités a octroyé une enveloppe de 400 millions de francs CFA aux femmes de la région de Ziguinchor. Ce financement s'inscrit dans une initiative visant à soutenir l'autonomisation des femmes, incluant celles vivant avec un handicap et celles déplacées. Et lors de la cérémonie de remise des enveloppes, la ministre a insisté sur l'importance du remboursement des fonds afin de permettre à d'autres femmes de bénéficier de ce soutien. Écoutons Maïmouna Diaye. Chère présidente de groupement, distingués invités, par la cérémonie d'aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous annoncer qu'une enveloppe d'un montant de 400 millions de francs CFA mobilisée à travers les mécanismes de financement de mon département, notamment le Fonds national de crédit pour les femmes et le Fonds national de promotion pour l'entrepreneuriat féminin, mais aussi à travers le ministère de la microfinance, de l'économie sociale et solidaire sera dégagé pour soutenir toutes les initiatives entrepreneuriales des femmes en cours de sélection. Cette sélection tiendra compte, évidemment, des femmes en situation de handicap,
des femmes déplacées et des femmes artisans dans la région de Ziguinchor. Nous procéderons tout à l'heure à une remise symbolique des attestations de financement. Chers bénéficiaires, je voudrais enfin attirer votre attention sur l'importance du remboursement des financements octroyés. Cela me tient à cœur particulièrement, car les ressources dont nous disposons sont limitées et d'autres femmes attendent pour démarrer leur activité génératrice de revenus. Et à Louga, un appel à projet a été lancé par l'ADER, la délégation à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes, pour octroyer des financements. La déléguée générale Aïda Mbodj, en visite à Louga, a présidé un comité régional de développement axé sur l'entrepreneuriat et les systèmes de financement. Ce programme vise à soutenir les entrepreneurs de la région avec un montant total de 268 500 000 francs CFA. Aïda Mbodj, déléguée générale à l'ADER, que je vous propose d'écouter. À partir de demain 24, nous mettons en place une plateforme où on pourra bénéficier d'un montant, de 268 500 000 qui sera délivré par appel à projet à travers une plateforme. Donc il suffit de souscrire au niveau de la plateforme pour effectivement accéder à ce financement de 268 500 000. Il y a un différé de 3 mois, donc payable sur 15 mois, et je pense que les porteurs de petits projets peuvent se suffire à cela. C'est compte non tenu du nanocrédit qui démarre avec 50 000 francs sur la même plateforme de nano, et à chaque fois qu'on rembourse, on augmente 25 000 francs, c'est-à-dire 75 000, 100 000, jusqu'à 500 000, jusqu'à 2 millions. Les recouvrements nous posent problème. C'est pourquoi nous avons fait revenir la direction du recouvrement avec un bon staff. Il y aura des gendarmes. Nous avons contracté 2 grands ténors du barreau, Maître Bamba Sissé et Maître Alsan Sissé. Mais il y a des agents de recouvrement. Nous avons mis à contribution les ASP. Nous avons des ASP. Même dans les antennes, il y a des ASP. Donc, je pense que nous allons recouvrer. Et je leur avais promis ça lors de ma prise de service. Par nature, je n'aime pas que les gens détiennent des dettes alors que d'autres en ont besoin. Ce n'est pas juste. Et puis les responsables politiques de l'APR Saint-Louis se prononcent sur la situation politique du pays. Les responsables fustigent le comportement des nouvelles autorités gouvernementales et sonnent la mobilisation en direction des prochaines législatives. Voici à ce propos Mansour Faye au micro de Momar Alessian et Mokhtar Seck. Nous voulons gagner. Nous allons gagner. C'est vrai, nous avions connu des revers lors de ces 2 dernières élections. Les élections législatives et les élections, présidentielles. Mais aujourd'hui, le Sénégal, en tout cas les Sénégalais sont réveillés. Ils dormaient. Ils ont été un petit peu, je peux dire, hypnotisés par des mensonges, par la manipulation. Mais aujourd'hui, ils semblent éveillés et réveillés. Et cela, inéluctablement, va donner le pouvoir à l'opposition pour que cette dictature rampante puisse être arrêtée de plein fouet. Parce que la situation à laquelle nous assistons aujourd'hui, c'est un Sénégal qui est en train de dériver vers la dictature, et cela, les Sénégalais ne l'accepteront pas du tout. Et le premier message fort sera l'issue de ces élections législatives, et je suis fort persuadé que la population sénégalaise donnera la victoire donc, à cette opposition. Un pays n'est pas un laboratoire. On ne peut pas apprendre en gérant un pays. Non, il faut avoir de l'expérience pour gérer le pays. Parce que toute décision constitue un impact fort, constitue un risque majeur qui risque d'impacter négativement sur les générations. Une génération, c'est environ 25 ans. 2 générations, c'est 50 ans. Et ces gens-là, ces apprentis-là, ce qu'ils sont en train de faire, c'est de mettre en péril ce Sénégal. La signature du Sénégal n'a plus de valeur.
Dans l'actualité également, retenez que le gouvernement fera face à la presse ce jeudi 26 septembre à 10h au 10e étage du building administratif Mamadou Dia. Cette rencontre sera l'occasion de présenter au peuple sénégalais l'état des lieux et la situation du pays. Ce long processus désormais achevé a permis de mettre en lumière la situation de référence du Sénégal, d'en analyser les conséquences et de définir les mesures correctives nécessaires pour redresser et stabiliser la situation selon le communiqué parvenu à notre rédaction. Le diagnostic approfondi a été conduit en parallèle avec l'élaboration du nouveau cadre de référence économique Sénégal 2050, Agenda national de transformation. Le point de presse servira de prélude au lancement officiel lundi 7 octobre 2024 du référentiel Sénégal 2050. Agenda de transformation, un plan stratégique d'opérationnalisation du programme du président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, destiné à transformer durablement l'économie sénégalaise et à bâtir un Sénégal souverain, juste et prospère. Et puis ce mardi, l'équipe de Réussir au Sénégal nous amène à la rencontre de Serigne Saliou Wane. Il est vendeur de café Touba. Il est arrivé à Dakar en 2004 pour une mission religieuse. Serigne Saliou a finalement décidé de s'y installer et de se lancer dans la vente de café Touba. Aujourd'hui, après des années de dur labeur et malgré les difficultés rencontrées, il nourrit le rêve d'agrandir son commerce et de faire connaître son savoir-faire à une plus grande échelle. Aïssatou Kane. Dans cette ruelle de la Médina, l'odeur envoûtante du café Touba flotte dans l'air. C'est ici, dans cette modeste boutique, que Serigne Saliou Wane prépare avec soin l'une des boissons les plus prisées, le café Touba. Serigne Saliou est le propriétaire de Dari Serigne Saliou Mbacké Café Touba Khelcom, une entreprise qu'il a bâtie. Dans des sachets soigneusement étiquetés, il emballe le café moulu, un mélange unique de grains de café et d'épices, fidèle à la recette traditionnelle du café Touba. C'est en 2004 que Serigne Saliou est arrivé à Dakar pour remplir une mission confiée par Serigne Saliou Mbacké. Une fois sa tâche accomplie, il fait le choix de rester dans la capitale et se lance dans la vente de café. 2004, c'est après avoir terminé le travail que Serigne Saliou Mbacké nous avait confié en 2004 que j'ai décidé de rester pour évoluer dans la vente de café. Pourtant, il avait la possibilité de partir à l'étranger, mais a préféré rester et commencer modestement avec un simple paquet de 500 grammes de café Touba. C'est chez Serigne Touba à Colobane que j'ai commencé à vendre du café. Il n'avait pas pris mon projet au sérieux. J'ai commencé avec un sachet de 500 grammes. Mon ami m'a prêté une table et un réchaud à gaz. 2 ans après son arrivée à Dakar, sa persévérance et son engagement lui ont permis d'obtenir sa propre place, un petit espace où il a travaillé pendant plus de 10 ans. J'y ai passé une dizaine d'années. Mon fonds de commerce était là-bas. Tous mes clients, même ceux de l'extérieur, connaissaient cet endroit. Je payais environ 1 500 000 francs CFA à mes employés. Je gérais tout. Cependant, la vie d'un entrepreneur n'est jamais sans défi. Après le Magal de l'année dernière, Serigne Saliou est retourné à sa boutique pour découvrir que tout avait été saccagé, 10 millions de francs partis en ruine. Ils voulaient en faire un centre commercial et nous ont déguerpis à notre insu, sans dédommagement ni rien.
J'ai perdu plus de 10 millions de francs CFA à cause d'eux. Mais la justice est en train de faire son travail. Pourtant, cela ne l'a pas abattu. C'est avec les moyens du bord que Serigne Saliou ouvre ce modeste local. C'est vrai, j'étais plus connu à Colobane, mais il fallait trouver une nouvelle place. C'est pour cela que je suis venu ici. J'essaie de réduire les dépenses pour m'en sortir. Malgré les obstacles, Serigne Saliou rêve d'agrandir son commerce avec le soutien de l'État ou des partenaires financiers. Je sais que je peux aller très loin grâce à ce travail, car je m'y connais et je pourrais aider beaucoup de personnes. Mais il me manque des moyens. C'est à l'État de nous venir en aide. Dans chaque tasse qu'il prépare, c'est une part de son histoire et de son combat qu'il offre à ses clients. Un café au goût amer pour certains, mais pour Serigne Saliou, c'est le goût de la persévérance et de la foi. Un bel exemple que réussir au Sénégal est bien possible. Aïssatou Kane, merci. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. L'information continue sur emedia.sn. Bonne suite des programmes.